Bienvenue, aujourd'hui on va démonter pièce par pièce une machine incroyable, à la fois complexe et super puissante. Le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. C'est tout simplement le plus grand marché du carbone au monde. Son but, mettre un prix sur la pollution. Mais alors comment une idée pareille peut-elle vraiment fonctionner à l'échelle de tout un continent? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout commence avec cette question, une question absolument centrale. Face à l'urgence climatique, comment on s'y prend pour s'assurer que des milliers d'usines, de centrales, de compagnies aériennes, de la Finlande jusqu'au Portugal, réduisent toutes leurs émissions, et ce, de manière coordonnée et efficace? Comment faire travailler ensemble 27 pays avec des industries si différentes? Et la réponse de l'Europe, c'est une vraie rupture philosophique. Fini l'approche traditionnelle où on dicte aux entreprises quelle technologie utiliser ou quelles règles suivre à la lettre. Non, l'UE a choisi une voie radicalement différente. Elle fixe une seule chose, mais une chose non négociable, l'objectif final. En gros, elle met un plafond global sur les émissions et ensuite, c'est aux entreprises de se débrouiller pour trouver les solutions les plus intelligentes et les moins chères pour rester sous ce plafond. C'est ça le fameux principe du plafonner et échanger. Alors, pour bien comprendre cette mécanique, on va la décomposer. On va d'abord regarder sa philosophie, puis on va plonger dans ses 4 piliers essentiels. D'abord, le plafond décroissant. Ensuite, la création d'une véritable monnaie carbone. Après ça, la place de marché où tout s'échange. Et pour finir, les règles de conformité, qui assurent que tout le monde joue le jeu. C'est parti. Ok, on attaque avec le premier pilier, la fondation de tout le système, le plafond, qu'on appelle aussi le cap. C'est vraiment l'élément clé, la contrainte absolue qui change toutes les règles du jeu et surtout qui garantit qu'à la fin, on atteindra bien l'objectif environnemental. Et attention, on ne parle pas de quelques usines. Le système couvre environ 11 000 installations industrielles à travers toute l'Europe. Pensez aux centrales énergétiques, aux aciéries, aux cimenteries, aux raffineries. En bref, tous les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont dans la boucle. Et tous ces sites, collectivement, ils représentent à peu près 40% des émissions totales de l'Union européenne. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça veut dire. Un seul et unique outil politique qui s'attaque à presque la moitié du problème climatique du continent. Ça vous donne une idée de son importance stratégique. Mais le vrai coup de génie, c'est que ce plafond n'est pas fixe, pas du tout. Grâce à un mécanisme au nom un peu technique, le facteur de réduction linéaire, ce plafond se resserre automatiquement, année après année. C'est comme un étau qui se referme lentement mais sûrement. C'est une trajectoire de baisse des émissions qui est gravée dans le marbre de la loi. En ce moment, le plafond diminue de 2,2% par an. Ce rythme, qui a d'ailleurs été accéléré, montre bien que l'ambition climatique de l'Europe augmente. Et pour les entreprises, c'est crucial. Ça leur donne une visibilité à long terme, une certitude qui leur permet de planifier des investissements de plusieurs millions, voire milliards, dans des technologies propres. Bon, maintenant qu'on a notre plafond, notre contrainte, il faut bien quelque chose à échanger sous ce plafond. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, la création de la monnaie carbone. Voyons un peu comment cet actif unique en son genre est créé et mis en circulation. Et voici cette monnaie. C'est le quota, ou EUA pour les intimes. Il faut vraiment le voir comme un droit à polluer d'1 tonne de CO2, mais un droit entièrement numérique. Chaque quota est standardisé, traçable, et on peut même le conserver pour plus tard, un peu comme on met de l'argent de côté. C'est cette standardisation qui le rend parfaitement échangeable. Alors, comment cette monnaie carbone arrive sur le marché? Eh bien, il y a 2 grandes méthodes. La méthode principale, aujourd'hui, ce sont les enchères. C'est simple, c'est transparent, les quotas sont vendus au plus offrant. Ça garantit un accès égal pour tous et en plus, ça génère des milliards de revenus pour les États qui peuvent les réinvestir dans la transition écologique. L'autre méthode, c'est l'allocation gratuite. C'est une part plus petite et qui diminue avec le temps, donnée à certaines industries. Ça agit comme un bouclier pour protéger nos entreprises les plus exposées à la concurrence mondiale et éviter ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire que les usines partent s'installer dans des pays sans politique climatique. Donc, on a des quotas qui existent. Maintenant, il leur faut un endroit pour être achetés et vendus. Ça nous amène au cœur battant du système, au moteur économique de la machine, sa place de marché. La logique de base est celle de n'importe quel marché, l'offre et la demande. D'un côté, on a les entreprises qui ont investi, qui ont innové et qui ont réussi à réduire leurs émissions plus que prévu. Elles se retrouvent avec des quotas en trop, elles deviennent donc des vendeuses. De l'autre côté, on a celles qui ont plus de mal à décarboner ou dont la production a augmenté. Elles ont besoin de quotas en plus pour être en règle, elles deviennent donc des acheteuses. Et c'est la rencontre entre ces acheteurs et ces vendeurs qui, chaque jour, forgent le prix du carbone. Et ce qui est fascinant, c'est que ce ne sont pas seulement les industriels qui participent. Pour qu'un marché de cette taille fonctionne bien, il faut tout un écosystème d'acteurs. On y trouve des banques, des fonds d'investissement, des traders spécialisés, des courtiers. Le rôle est absolument vital. Ils apportent ce qu'on appelle la liquidité. En clair, ça veut dire qu'à tout moment, une entreprise qui veut acheter ou vendre des quotas
trouvera quelqu'un en face. Ça rend le marché fluide, efficace, et ça évite les blocages. Un marché, c'est bien, mais un marché sans règles, ça ne vaut rien. On en arrive donc à notre dernier pilier, celui qui donne toute sa crédibilité et son mordant au système, le cycle annuel de conformité et ses règles très strictes. C'est une véritable horlogerie, réglée comme du papier à musique, qui se répète chaque année autour de 3 dates clés. D'abord, le 31 décembre, la partie est finie, les compteurs d'émissions de l'année sont arrêtés. Ensuite, le 31 mars, chaque entreprise doit avoir fait vérifier ses émissions par un auditeur indépendant et soumettre son rapport. Et enfin, le jour J, le 30 avril. À cette date, chaque tonne de CO2 émise doit être couverte par un quota rendu à l'État. Pas une de plus, pas une de moins. Et si une entreprise ne joue pas le jeu, c'est là que le système montre les dents. Les sanctions sont faites pour être extrêmement dissuasives. On parle d'une amende salée, plus de 100 € pour chaque tonne manquante. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise doit quand même acheter et rendre les quotas manquants l'année d'après. C'est une double peine. Et pour couronner le tout, son nom est publié sur une liste publique. Croyez-moi, personne ne veut se retrouver là-dessus. Résultat, le taux de conformité frôle les 100%. Pour faire tourner tout ça, pour gérer des milliards d'euros de quotas en toute sécurité, il faut une infrastructure blindée. C'est le rôle du registre de l'Union. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme la banque centrale du carbone. C'est une immense base de données ultra sécurisée où chaque entreprise a son compte carbone. Le registre suit chaque quota à la trace depuis sa création jusqu'à son annulation finale. C'est lui le garant de l'intégrité et de la transparence de tout le système. Voilà, on a vu toutes les pièces détachées. Maintenant, prenons un peu de recul et admirons comment cette incroyable machine, une fois assemblée, fonctionne en parfaite harmonie. Voilà comment tout s'emboîte. Le plafond, c'est la garantie absolue que l'objectif de réduction sera atteint, quoi qu'il arrive. L'allocation, c'est le mécanisme qui injecte la monnaie carbone dans le système de façon juste. Le marché, lui, c'est le moteur d'efficacité qui trouve le moyen le moins cher de réduire les émissions à l'échelle du continent. Et enfin, la conformité, c'est le cadenas qui verrouille le tout et s'assure que chaque tonne réduite est bien réelle. Aucun de ces piliers ne pourrait fonctionner sans les autres. C'est leur synergie qui fait la force du système. Et c'est justement cette architecture si cohérente qui a fait du système européen la référence mondiale. L'Europe a été un véritable laboratoire et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, de la Chine à la Californie, de nouvelles initiatives s'inspirent de ce modèle pour construire leur propre marché du carbone. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Face à l'urgence climatique, est-ce que cette approche si particulière, qui combine une contrainte environnementale très forte avec la flexibilité et l'efficacité du marché, est le modèle que le reste du monde devrait adopter? La machine est-elle parfaite ou peut-on encore l'améliorer? La réflexion ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse.